Vous savez qu'au mémorial, quand vous entrez au mémorial de la Shoah, vous avez ce mur des noms absolument extrêmement impressionnant, avec ces 76 000 noms des Juifs déportés de France. Et la tâche de la photothèque a été de mettre un visage sur ces noms et une histoire, bien sûr. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Lior Lalius-Madja. Bonjour Lior, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être dans notre studio aujourd'hui en cette journée internationale de la Shoah. Et nous vous avons sollicité parce que vous êtes la directrice de la photothèque du mémorial de la Shoah et qu'avec vous, je voudrais qu'on évoque l'action de la photothèque et peut-être même les origines de la photothèque du mémorial de la Shoah. Racontez-nous. Alors, la photothèque du mémorial de la Shoah, c'est aujourd'hui 350 000 photographies, dont le cœur est l'histoire des Juifs de France. À peu près 50% du fonds est consacré à l'histoire des Juifs de France. Et notre mission première, c'est d'aller chercher ces photographies un petit peu partout, évidemment en France, mais aussi à l'étranger, de les conserver, de les préserver et ensuite de les mettre à disposition des chercheurs, mais aussi des familles qui s'intéressent aussi à la recherche de ces photographies. Ça veut dire que si on a des ancêtres qui sont Juifs de France, qui ont disparu pendant la Shoah, on a une possibilité de retrouver des documents leur ayant appartenu ? On a cette possibilité et de plus en plus. Avant, il y a quelques années, il y a même une quinzaine, vingtaine d'années, on allait chercher les photographies, nous, donc auprès des familles, dans les albums de photos des familles, mais aussi dans les archives départementales, les archives nationales, dans les archives de police, où vous avez en fait des photos d'identité un petit peu partout dans les archives. Et donc, un peu à la pince à épiler, si vous voulez, on a recherché toutes ces photographies des Juifs déportés de France. Aujourd'hui, on a à peu près 21 000 photos qui concernent... 21 000 photos de déportés différents. 21 000 photos de déportés, en effet. On a appelé cette opération « Un visage sur un nom ». Vous savez qu'au mémorial, quand vous entrez au mémorial de la Shoah, vous avez ce mur des noms absolument extrêmement impressionnant, avec ces 76 000 noms des Juifs déportés de France. Et la tâche de la photothèque a été de mettre un visage sur ces noms et une histoire, bien sûr. Et ça, c'est le mémorial, c'est le travail du centre de documentation au mémorial de la Shoah, c'est de mettre des histoires derrière des noms. Et donc, à ce jour, on a effectivement 21 000 photos. Et vous avez des gens qui viennent pour nous demander si nous avons une photo de leur grand-père, de leur grand-mère. Et nous avons des histoires, en effet, assez extraordinaires qui nous étonnent et qui nous émeuvent chaque moment quand quelqu'un va découvrir la photo de son père. C'est tout dernièrement... Qu'il ne connaissait pas. Qu'il ne connaissait pas. Tout dernièrement, c'est une femme qui est venue donc en salle de lecture au centre de documentation faire des recherches. Je fais la recherche et je vois une photo et je lui dis « Nous avons une photo ». Cette femme est née en septembre 1944. Son père a été déporté en juillet 1944, le dernier convoi. Elle n'a donc pas connu son père et la déportation fait qu'il n'y a plus de photos. Il n'y avait pas de photo dans cette famille du père. Donc elle découvre pour la première fois une photo de son père. C'était très, très émouvant. Voilà, donc c'est effectivement un travail de recherche d'histoire, alors ça peut paraître étonnant parce qu'on aurait pu penser que finalement les gens, les rescapés, les descendants des rescapés, ce sont eux qui livrent d'une certaine manière ces documents, ces photos au mémorial. C'est pas obligatoirement le cas. C'est-à-dire ces photos, elles sont récupérées par d'autres billets que par les familles elles-mêmes. Oui, elles sont récupérées, bien sûr. La première source, ce sont les albums de famille. Et c'est pour ça que c'est notre appel quotidien, c'est de dire, vous avez des photos. Pour vous, c'est la photo de vos grands-parents, de vos parents. C'est un cadre, peut-être sur votre table de chevet, c'est votre histoire. Mais dès que la photo arrive au mémorial, la photo de famille devient une photo d'histoire. Donc c'est très important de pouvoir les collecter, en faire tout simplement une duplication. Bien sûr, la photo de famille reste un bien très important dans les familles. Quelquefois, c'est même la seule chose, c'est la seule trace de la déportation d'une famille entière, c'est la photo. Donc on ne va pas la prendre, on ne va pas prendre l'original, on va faire une copie. Mais vous avez d'autres biais. Et c'est ça qui devient intéressant. Et là, on est dans la recherche historique.
Comme par exemple? Comme par exemple, donc voilà, on a par exemple sillonné les départements de France. C'est ça, vous avez fait une sorte de caravane à travers la France pour récupérer un peu partout des images et des photos. Alors voilà, on a récupéré, donc on travaille bien sûr avec le service des archives. Vous savez, c'est comme Yad Vashem, les archives papier et les archives photos sont main dans la main. Donc quand on va collecter des volumes entiers d'archives, nous on arrive derrière, petit service de la photothèque, et on va aller chercher toutes les photos. Donc c'est un travail qui est fait avec beaucoup de bénévoles, des volontaires, nos propres équipes, et chaque photo est identifiée. Une photo qui n'a pas d'identification est une photo perdue. Et je reviens sur mon lancement de la collecte. Malheureusement, si vous arrivez un jour, vous êtes descendant, vous êtes héritier de photos de votre famille et vous ne savez pas mettre de nom sur les photographies, elles sont perdues. La mémoire ça s'arrête là. Alors, c'est connu, cette campagne de collecte de ces documents, de ces photos, c'est connu en France, c'est permanent, c'est une campagne qui est quasiment permanente, on va dire, en France. Elle est parisienne, elle est permanente, c'est-à-dire que effectivement, ça fait 20 ans maintenant que nous collectons tous les mardis après-midi. Tous les mardis après-midi, c'est une permanence photo et les gens arrivent sans rendez-vous, et là c'est permanent et ça nous étonne toujours parce qu'il y a toujours du monde, il y a toujours une famille qui arrive. Ce qu'on voit nous, puisque moi je fais ce métier depuis très très longtemps, c'est les générations qui changent. Nous avons commencé avec les survivants de la Shoah, au premier sens du terme, c'est-à-dire les rescapés des camps. Aujourd'hui, le mot survivant a pris plus d'ampleur. Aujourd'hui, ce sont les enfants cachés. Qui sont des survivants. Mais les premiers que nous avons vus venir, c'est les rescapés des camps. Aujourd'hui, ce sont les enfants cachés, mais c'est aussi leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, la transmission. Alors, c'est très important, et vous venez de parler des enfants cachés. On est en Israël, on est à Jérusalem, et les enfants cachés, aujourd'hui, lorsque l'on parle à la communauté francophone en Israël, on sait mettre une adresse, on sait mettre un nom, c'est Alumim, c'est l'association des enfants cachés, qui est très active, qui est très active ici dans la communauté francophone. Est-ce que cette mobilisation qui existe en France, elle est connue aussi en Israël? Est-ce que par exemple dans la communauté francophone, on sait qu'il y a une possibilité de fournir ces images? Est-ce que à travers vous, par exemple, vous travaillez avec les enfants cachés d'Alumim pour essayer de collecter ces images également, ces photos également en Israël? Alors, Alumim est une association très importante. Ce sont les enfants cachés en France vivant en Israël. Donc, c'est une grande association, c'est certainement la plus grande en fait. Après, évidemment, l'association des enfants cachés en France, mais qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement. Donc, cette association, tout simplement, faute de combattants, on va dire. Malheureusement, cette association a été très active. Je peux vous citer 2 noms, Betty Savy et Irène Savillon, qui ont porté cette association. Les enfants cachés en France sont un peu orphelins de cette association. Et peut-être que je pourrais vous parler du Forum Génération de la Shoah, qui est directement... l'idée est directement héritée de cette association qui n'existe plus aujourd'hui. Alumim permet justement à ces enfants cachés de se retrouver, d'évoquer leur histoire, qui n'est pas forcément simple à raconter au sein de la famille. Donc c'est une association très importante. Et elle manque un peu en France, en effet. Donc bref, tout ça pour vous dire que oui, nous avons beaucoup travaillé avec Alumim et nous avons aussi beaucoup collecté auprès des membres. Et donc on a une collection qui s'appelle Alumim, tout simplement. Alors, vous avez cette collection qui s'appelle Alumim, mais le travail se fait en collaboration avec Yad Vashem. Comment, c'est-à-dire, par exemple, Yad Vashem, je suppose que Yad Vashem est présent dans cet effort de collecte des images et des photos. Yad Vashem est très présent, on est partenaire complètement dans cette collecte. C'est-à-dire que quand nous avons collecté dans 3 villes essentielles en Israël, on a fait Tel Aviv, Beersheva, Haïfa. On était accompagnés d'archivistes de Yad Vashem où on a partagé vraiment cette collecte. L'intérêt pour Yad Vashem est que nous connaissons parfaitement l'histoire des enfants cachés en France, qui ont été cachés sur tout le territoire. Et donc, on a pu partager aussi toutes ces informations. Et collecter auprès des enfants cachés en connaissant leur histoire est plus simple pour nous, puisqu'on peut tout à fait, lorsqu'ils nous évoquent la rafle du billet vert, lorsqu'ils nous évoquent la rafle du Veldiv,
c'est tout de suite parlant pour nous, Mémorial de la Shoah à Paris. Donc c'était un très beau partage et nous avons collecté plus de 3000 documents ces jours-là. Et on peut se poser la question autour de l'action d'organisations comme Alumim qui s'occupent des enfants. Est-ce que à l'étranger, c'est-à-dire dans d'autres pays, aux États-Unis, en Europe, est-ce que aussi il y a d'autres associations qui ressemblent à Alumim et qui pourraient aussi fournir des photos ? Alors, il y a une très belle association aussi qui s'appelle Hidden Child, qui est à New York. Et là, je cite Rachel Goldstein. J'aurais pu citer Shlomo Balsam, qui est un grand ami et du mémorial que l'on reçoit régulièrement ici. Donc, Shlomo, bonjour. Et Rachel, bonjour, de New York. Et c'est aussi des partenaires dans cette collecte d'archives tellement indispensable sur la mémoire encore vivante, encore présente. Après, c'est très compliqué. C'est ça, on pose la question après, qu'est-ce qui va se passer après ? C'est-à-dire une fois que tous les rescapés auront disparu, c'est la mémoire visuelle qui va être dominante, la mémoire des témoignages, la mémoire de ce qui se fait actuellement, hein, de recueillir les derniers témoignages des rescapés. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le travail des archivistes, que ce soit Mémorial de la Shoah à Paris, Yad Vashem, c'est d'abord un travail de préservation du document. C'est notre formation, si vous voulez, en tant qu'archiviste. On préserve le document, on le numérise, on le met à disposition. Et on le met à disposition avec une histoire derrière. Et ces documents de famille, qui sont, comme je vous disais, des documents d'histoire, c'est sans doute, dans l'iconographie de la Shoah en France, les seuls qui existent, qui peuvent raconter l'histoire des Juifs de France pendant la Shoah. Vous savez que l'iconographie de la Shoah en France est quasiment inexistante. Il n'y a pas de photo qui montre la rafle du Veldiv. Oui. Une seule photo. Il y a une seule, oui. Il n'y a pas de photo. Les 80 convois qui sont partis de France, les 76 000 déportés juifs de France, vous n'avez pas une nombre de photos. Et c'est sûr qu'elles n'existent pas, ces photos ? On est sûr de rien, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette découverte faite par nous, c'est Centre de documentation et par nous, Photothèque, de ce reportage de 98 photos inédites de la rafle du billet vert. C'est une émotion incroyable. Le jour où on a découvert ces photos, qui sont arrivées donc dans mon bureau, ces planches contact de 98 photos inédites de la rafle du billet vert. Cette rafle qui est, vous savez, c'est la première grande rafle massive de juifs à Paris, en mai 1941. À ce jour, il y avait très peu de photos. Et lorsqu'on découvre, les photos sont censurées. C'est une époque où il n'y a pas de photos. Les photos sont censurées. Celles qui passent, c'est les photos de la propagande vichiste et allemande. Donc très peu de photos. Et ces photos, tout d'un coup, on voit les femmes et les enfants qui attendent, qui voient les maris, les pères, les frères entrer, notamment au gymnase Japy, un centre de rassemblement de cette rafle. Et on sait que c'est les mêmes, ces femmes et ces enfants qui vont être arrêtés au moment de la grande rafle du Veldiv. Donc très peu de photos de la Shoah en France, de la solution finale en France. Et ces photos de famille restent la seule preuve de la Shoah en France. Eh bien, perpétuer la mémoire de la Shoah par les photos, par les images, par les témoignages visuels, on va dire, des victimes, de leurs familles, de leurs descendants. C'est votre mission, une mission que, bien entendu, qui est particulièrement importante et particulièrement, on va dire, stimulante, je dirais, aujourd'hui, face à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être autour en France, face à l'antisémitisme, cette nouvelle manière, d'une certaine manière, si on peut dire, de préserver la mémoire de la Shoah. Merci beaucoup, Lior Lallieu-Nsmadja, d'avoir témoigné aujourd'hui, de nous avoir raconté l'action de votre photothèque au sein du mémorial de la Shoah. Il faut rappeler que ça a commencé à l'époque, vous me disiez en hors antenne que ça a commencé il y a très longtemps, au moment de la Shoah, pendant la Shoah, avec Yitzhak Schneerson. 1943, notre fondateur, Yitzhak Schneerson, a l'idée extraordinaire de commencer à collecter les archives de la Shoah en France. Il est à Grenoble, en pleine occupation italienne. Et le hasard de cette histoire juive, c'est que parallèlement, vous avez à Varsovie Emmanuel Ringelblum, qui fait évidemment dans un contexte complètement différent, qui va enfouir dans le ghetto de Varsovie les premières archives. Et Yitzhak Schneerson fait la même chose sans le savoir en France. Et nous, notre histoire, elle commence en 1943 à Grenoble.
et elle se continue en 1944 avec les archives de la Gestapo, qui est une prise de guerre et qui va être notre première archive, les convois de la déportation. Bon, c'est une prise de guerre, grâce encore une fois à Isaac Schneerson et à Poliakov, le premier historien du CDJC, au nez et à la barbe en fait des Français, des archives nationales, qui nous ont toujours envié nos convois de déportation et qui vont permettre donc de faire l'immense travail de Serge Klarsfeld en 1978, le mémorial de la déportation, et le mur des noms aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à notre micro dans notre studio aujourd'hui en cette journée internationale de la Shoah.